Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pendant encore une heure. C'est l'heure des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Dans une demi-heure, je recevrai Laurent Marcangeli, ancien ministre de la fonction publique, député Horizon de Corse du Sud et nouveau président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. Mais tout de suite, c'est Hanan Mansouri qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes député de l'Isère et porte-parole de l'UDR. Commençons bien sûr par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Il y a eu des problèmes de logistique visiblement ce week-end, ce long week-end de Pâques, ce week-end prolongé, avec des ruptures temporaires d'au moins un type de carburant dans une station-service sur 5. Mais le gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, il n'y a pas de pénurie non plus. En tout cas, les prix du pétrole continuent d'augmenter, les prix du gaz augmentent et vont terriblement augmenter dans les jours qui viennent. Est-ce que vous pensez que le gouvernement maîtrise la situation ? Non, bien sûr que non. Et puis on le constate depuis le début en réalité de ce conflit. Le gouvernement nous avait assuré que les prix n'augmenteraient pas. Ils augmentent. Il nous avait assuré aussi qu'il n'y aurait pas de pénurie. Il commence à y en avoir. Alors, donc, ils ont dit que ce n'est pas une pénurie. Force est de constater en tout cas qu'aujourd'hui un certain nombre de stations-service sont dépourvues d'au moins un carburant. Je crois que c'est 16%, ce qui est quand même énorme. Moi, ce que je regrette en tout cas, c'est que les technocrates qui nous gouvernent ne prennent pas la mesure en réalité de l'impact que cela a pour les Français. Les Français aujourd'hui considèrent que le carburant fait partie des produits de première nécessité. Ils en ont besoin quotidiennement pour aller travailler, ils en ont besoin pour faire leurs courses. Et avec les prix qui augmentent et l'inquiétude de la pénurie, on est dans une situation qui est particulièrement inconfortable pour les Français, si ce n'est qui même leur pose un gros problème concernant leur vie en réalité, puisque si on ne peut plus aller travailler ou si on doit choisir entre faire son plein d'essence ou faire ses courses, on est quand même sur un sujet vital. Et le gouvernement n'a pas l'air de prendre la mesure de cela et ne prend pas de mesures véritablement pour sauver les Français de cette situation. Alors, vous disiez, vous, qu'il y avait une pénurie, mais écoutez la réponse de Jean-Pierre Farandou, c'est l'actuel ministre du Travail et des Solidarités. Il a affirmé que ce n'était pas le cas. Il était sur CNews et Europe 1 ce matin. Pour le moment, on n'a pas de crise d'approvisionnement parce qu'on est moins exposé au pétrole venant du Golfe et au gaz de la même manière. Et comment on explique les pénuries dans une station sur 5 aujourd'hui ? Les pénuries s'expliquent aussi pas mal par un comportement de précaution. On voit bien que les gens, et c'est normal, veulent être sûrs d'avoir le plein, donc ils se précipitent pour faire le plein. Il y a aussi, on sait qu'il y a des marques de distributeurs qui ont des prix peut-être un peu plus bas, et c'est particulièrement ces stations-là qui sont encombrées. Mais je le redis très clairement, au moment où on se parle, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, ni en carburant, ni en gaz dans notre pays. Voilà pour la réponse du gouvernement. Et vous disiez que le gouvernement ne prenait pas forcément en compte l'ampleur de cette crise. Mais pourtant, la porte-parole du gouvernement a annoncé de nouvelles aides ciblées envers le monde agricole, envers aussi certaines professions comme les aides à domicile. Alors, je l'ai écoutée ce matin et force est de constater qu'elle n'a pas été très précise concernant notamment les aides à domicile. Elle n'a pas été capable de nous expliquer très clairement quelles allaient être les catégories de Français qui allaient être concernés par cette aide. Et par ailleurs, ça ne va pas assez loin. L'ensemble aujourd'hui des Français, ou en tout cas à minima l'ensemble des Français de la ruralité que je représente en tout cas sur mon territoire, sont touchés par l'augmentation du prix du carburant. Je crois qu'il y a une mesure très simple que les Français attendent, c'est de pouvoir baisser la TVA. Je rappelle que la TVA sur le carburant représente jusqu'à 60% de son prix affiché. Donc le gouvernement a la possibilité de baisser, d'arriver à 5,5% comme nous le demandons depuis le départ. Et en réalité, ils auraient pu le faire dès le début de la crise. On est sur là des petites mesurettes, des petits pansements pour essayer de rassurer, essayer de faire semblant d'apporter des solutions. Là où en réalité, il existe une solution très simple et très rapide, à savoir la baisse de la TVA. Qui toucherait donc tout le monde, qui toucherait l'ensemble des Français, bien sûr. Écoutez évidemment Maud Bréjean, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'énergie, qui a confirmé, elle, qu'il n'y aurait pas d'aide pour tout le monde. Elle était sur BFM TV ce matin. Il n'y aura pas d'aide universelle parce que nous ne pouvons pas nous le permettre et parce que nous avons donc décidé de cibler les aides. Et c'est le choix que nous avons fait depuis le départ. Nous allons continuer à le faire. Cibler les aides vers les Français qui travaillent, vers les secteurs les plus en difficulté, vers celles et ceux pour qui terminer le mois est encore plus difficile. Nous ne laisserons pas tomber les Français qui travaillent. Il n'y a pas d'argent dans les caisses, Hanan Mansouri. On ne peut pas, on n'a pas de marge de manœuvre, finalement. Donc est-ce que si on baissait la TVA ou les taxes, en tout cas comme vous le réclamez, est-ce que finalement on n'endetterait pas encore plus la France et au final tout le monde le paierait ? Si, mais la faute à quoi ?
Je crois que cette crise n'est pas l'unique problème dans la gestion budgétaire de l'État. Si aujourd'hui, en réalité, on est dans la capacité de pouvoir gérer cette crise en baissant la TVA et en essayant d'offrir une solution aux Français, c'est parce que c'est le résultat, en réalité, de mauvais choix budgétaires qui ne datent pas d'hier. Depuis que je suis élue, on a proposé, nous, des économies sur le train de vie de l'État, ce qui nous permet à la fois de retrouver un budget de l'État qui soit sain, mais aussi de prévoir des crises comme celle-ci. Mais maintenant qu'on en est là, maintenant qu'on en est là, c'est un peu trop facile. Oui, mais maintenant qu'on en est là, est-ce qu'on creuse de nouveau encore le déficit ? Qu'il fasse un budget rectificatif, on reproposera nos économies et vous verrez qu'on trouvera des solutions pour baisser la TVA sur le carburant sur cette période de crise. Est-ce que vous redoutez une ampleur type gilet jaune évidemment, alors on verra ce qui se passe ce soir avec l'ultimatum de Donald Trump qui vient à expiration, mais si la guerre se poursuit, si donc le pétrole, le gaz et bon nombre de produits continuent d'augmenter, pour les Français cela va être de plus en plus difficile, est-ce que vous redoutez un mouvement d'ampleur type gilet jaune ? Alors moi je ne redoute pas les mouvements populaires puisque je considère, en tout cas c'était le cas des Gilets jaunes avant bien sûr qu'ils soient gâchés par l'extrême gauche que nous connaissons, de se déplacer et de se mobiliser pour montrer un mécontentement sur des sujets aussi vitaux encore une fois que pouvoir accéder à un carburant à un prix qui soit correct pour les Français. Donc je le redoute pas, mais force est de constater qu'on est quand même sur un point presque de rupture. Le pouvoir d'achat baisse, les charges augmentent et aujourd'hui le prix de l'essence est dans une dimension inimaginable et presque impossible en réalité pour les Français. Donc oui, c'est possible qu'une mobilisation arrive, je ne la souhaite pas, mais pour cela, il faudrait véritablement que le gouvernement propose une solution digne de ce nom. Hanan Mansouri, je rappelle que vous êtes député de l'Isère, porte-parole de l'UDR. L'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et le Portugal ont appelé l'Europe à mettre en place une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques, en réponse donc bien sûr à la hausse des prix des carburants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on devrait se joindre à cet appel ? Vous savez, on est sur un côté punition qui, moi, à titre personnel, ne m'enchante pas particulièrement. Encore une fois, je crois que l'État doit prendre ses responsabilités et a encore une fois une marge de manœuvre qui n'est pas, ça pourrait être une manne aussi, ça pourrait être un surplus. Pourquoi pas, mais moi je crois que véritablement c'est à l'État de prendre ses responsabilités sur ce sujet-là et d'abord d'essayer avec les moyens qui sont dans ses mains de pouvoir trouver une solution avant d'en arriver là. Alors, j'en viens, Hanan Mansouri, à la guerre au Moyen-Orient, qui est la cause de tous ces problèmes. Comment est-ce que vous jugez la position de la France dans cette guerre au Moyen-Orient, sachant qu'Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot plaident pour une ouverture pacifique de ce détroit d'Ormuz, qui est le nerf de la guerre, si j'ose dire. Et il plaide pour cette ouverture et parallèlement, vous savez qu'il y a un vote à l'ONU aujourd'hui pour une réouverture pacifique aussi de ce détroit. Qu'en pensez-vous ? Et quel est le rôle de la France dans cette crise ? Écoutez, moi, comme beaucoup de Français, je suis un peu perdue quant à la position en réalité du président de la République, qui est quand même bien réputé maintenant pour se trouver dans des situations de en même temps sur absolument tous les sujets, y compris diplomatiques, qui nous met dans des positions qui sont inconfortable. Pourquoi ? Moi, je crois que parce que on est toujours, il y a qu'à voir les relations diplomatiques, mais avec l'Algérie, où on ne sait pas trop si on est dans une position offensive, défensive. Voilà. Mais là on est un peu sur l'Iran. Moi, je crois que la position de la France et la position des responsables français, c'est tout d'abord de s'assurer que ce conflit-là n'a pas d'impact pour les Français. Sur deux aspects qui sont absolument essentiels, c'est à la fois le pouvoir d'achat, et on en a parlé avec le sujet du carburant, et l'autre point qui est, pardonnez-moi, mais quand même essentiel aussi, c'est la sécurité intérieure de notre pays. Il y a eu un attentat qui a été déjoué et je félicite d'ailleurs les forces de renseignement de notre pays il y a 2 semaines. Voilà, pour moi, ce sont les 2 priorités absolues. Que ce conflit n'ait pas d'impact pour les Français, à la fois sur leur pouvoir d'achat et sur la sécurité. Je crois que c'est cette position-là, une position un peu gaullienne, mais en tout cas une position qui favorise l'intérêt des Français. Et vous pensez que la ligne prônée par Emmanuel Macron, avec ces négociations, ces discussions diplomatiques, pour l'instant, elle ne porte pas ses fruits, puisque force est de constater que les prix du carburant augmentent encore. Donc, à voir comment ça se passera dans les prochains jours. Tout ne dépend pas de la France, puisque cette guerre a été déclenchée par les États-Unis. Non, bien sûr, mais c'est bien pour ça que je vous dis que selon moi, il faut absolument agir sur ce qui nous concerne directement et ce qui impacte quotidiennement les Français. Mais les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron, vous pensez qu'ils ne vont pas dans le bon sens ? Je n'ai pas le sentiment qu'il fasse avancer le conflit vers un apaisement en particulier. Mais s'il y avait cette voie diplomatique, cette coopération pour rouvrir en tout cas le détroit d'Ormuz, est-ce que vous pensez que la France doit y participer ?
Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai le sentiment que la France reste et doit rester et avoir une position de puissance mondiale. Donc oui, elle doit participer à des discussions diplomatiques. Maintenant, cela ne doit pas avoir d'impact néfaste sur les Français. C'est la seule chose que je dis. Oui, on a compris que vous étiez sur les conséquences plutôt que sur la guerre. Qu'avez-vous pensé du discours de Donald Trump hier? Bon, Et sur cet ultimatum? c'est du Trumpisme. Moi, je me retrouve dans le patriotisme de Donald Trump. Maintenant, j'ai quand même le sentiment que du point de vue de la population américaine, la position de Donald Trump est un peu contestée. Donc voilà, Je vous pose la question parce qu'on vient à l'instant de savoir que Donald Trump est en train de s'exprimer et il dit une civilisation entière va mourir ce soir. En parlant de l'Iran, oui, bien sûr. Écoutez, c'est un conflit dans lequel ils se sont engagés directement. Donc c'est vrai que par rapport à la France, on n'est pas tout à fait au même niveau d'implication dans ce conflit-là. Mais on en paie le Maintenant, prix. s'il a envie d'être jusqu'au boutiste, ça concerne ça relève de la responsabilité des États-Unis. En tout cas, moi je crois que la voie idéale concernant la France, c'est plutôt d'aller vers de l'apaisement, plus que la violence pure. Mais c'est propre au personnage de Donald Trump. Anan Mansouri, je rappelle que vous êtes député de l'Isère, porte-parole de l'UDR. On continue notre entretien ensemble dans un instant. Eh bien, on parlera, vous avez commencé à l'évoquer, les relations entre la France et l'Algérie. On reste ensemble sur Europe 1. À tout de suite. Il est 2h15. 13h, 15h, Europe 1 Info. Vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info sur Europe 1 et c'est avec vous, Clélie Mathias, et votre invité, Anan Mansouri, député de l'Isère et porte-parole de l'UDR. On va parler des relations entre la France et l'Algérie qui redémarrent. Des bonnes relations apparemment après des mois de blocage. Mais derrière ce dégel, il y a eu des contreparties sensibles qui auraient été demandées par Alger. Avant d'en parler et de nous répondre, on fait le point avec Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. L'Algérie accepte à nouveau des ressortissants en situation irrégulière. Des sources évoquent des chiffres limités. Mais pour Laurent Nunez, la machine est relancée. La relation policière, judiciaire et la coopération migratoire avec l'Algérie repart. Ce dégel intervient après un déplacement du ministre de l'Intérieur à Alger mi-février. Un voyage sans presse française pour négocier directement avec les autorités algériennes. Et selon les informations d'Europe 1, le président Tebboune a posé plusieurs conditions. D'abord, sur le plan diplomatique, la France a été invitée à redonner des agréments à des consuls algériens retirés ces dernières années comme moyen de pression pour obtenir des laissez-passer consulaires. Autre exigence, la levée de 92 interdictions administratives du territoire, des décisions prises par la justice française contre des ressortissants algériens condamnés pour des crimes et des délits. Et enfin, une demande particulièrement sensible, la remise à l'Algérie d'opposants au régime présents sur le territoire français. Résultat, une coopération qui reprend mais sous conditions et une question politique majeure, à quel prix la France a-t-elle relancé la relation? Et ce prix, Anan Mansouri, est-il trop élevé? Qu'en Oui. pensez-vous? Bien sûr, moi je ne vois pas bien ce que la France a y gagné à négocier. C'est même pas des négociations, hein. En réalité c'est des discussions avec Tebboune. Quand je vois la liste de courses qu'il a fait au ministre Nunez, il a quand même demandé à ce que la France retire 92 peines administratives qui concernaient donc des ressortissants algériens qui ont commis des crimes ou des délits en France. Autrement dit, il nous demande de garder ces individus sur place. Là où justement nous avons un sujet malheureusement en France avec l'immigration de masse, avec le sujet des OQTF non appliqués. Donc nous demander de renoncer à cela, c'est quand même assez cocasse de la part du gouvernement algérien. Oui, mais en échange, l'Algérie accepte à nouveau des ressortissants en situation régulière. Les relations sont plus ou moins apaisées, et ce n'était pas forcément le cas avec Bruno Retailleau, dont la ligne ferme, j'allais dire, n'a pas eu de succès, n'a pas eu plus de succès en tout cas. Oui, ferme dans les propos, mais moi je crois que la France est aujourd'hui en capacité de pouvoir négocier fermement avec l'Algérie. C'est-à-dire de lui imposer de récupérer, ou en tout cas d'accepter tous les ressortissants que nous renvoyons à cause d'une OQTF par exemple. Je crois que l'Algérie n'est pas en mesure de négocier sur ces points-là. Encore une fois, c'est bien beau de se dire que Nunez, en réalité il y a un petit enjeu aussi politique pour lui, de se dire de faire complètement l'inverse de ce que disait en tout cas Bruno Retailleau et d'essayer d'avoir des relations apaisées avec l'Algérie. Mais comment avoir des relations apaisées avec un pays qui nous méprise, qui nous fait du chantage, qui a gardé sur son territoire, je le rappelle quand
quand même l'un de nos ressortissants pendant de nombreux mois avant qu'il puisse pouvoir revenir en Europe par la voie de l'Allemagne. Moi, je crois que en réalité, le gouvernement algérien ne pourra réagir et ne pourra accepter nos conditions qu'avec du rapport de force, en montrant que nous sommes aussi une puissance et que nos conditions sont la fermeté, sont l'application des OQTF et non pas le retour de ceux que nous renvoyons. Alors, on a toujours quand même un Français qui est prisonnier, Oui, par nos demandes, bien sûr. Christophe Glaise, qui est toujours dans les geôles algériennes. Donc, comment on fait là aussi pour obtenir sa libération? Bien sûr, mais je crois que ça doit être un sujet prioritaire. On ne peut pas négocier sur d'autres points quand l'un de nos ressortissants est encore enfermé en Algérie. C'est typiquement... pour moi, une lâcheté de la part du gouvernement, en réalité, de se rendre sur le territoire algérien en sachant même que l'un des nôtres est enfermé sur place et n'a pas de possibilité de retourner dans notre pays. Je trouve que c'est indécent, en fait. Alors, Laurent Nunez n'aurait pas dû aller sur place, pour vous? Ou alors, en revenant, aurait dû pouvoir libérer notre compatriote. Mais on l'a vu, tout ce qui est manière forte, ça n'a pas marché non plus. Et on n'a pas obtenu, vraiment, d'ailleurs, c'est l'Allemagne qui a obtenu la libération de Boualem Sansal. Donc, il y a eu un détournement. Mais quels ont été, en réalité, les moyens de Bruno Retailleau? On va pas revenir sur la politique et le positionnement des LR, mais Bruno Retailleau, en tout cas, savait pertinemment qu'il participait à un gouvernement, en réalité, dans lequel il n'aurait pas les moyens d'agir. Dès que Bruno Retailleau essayer d'avoir un discours un peu ferme sur l'Algérie, il est vrai. Emmanuel Macron prenait la parole directement pour dire complètement l'inverse. Donc il faut une cohérence gouvernementale et il faut aller dans un sens qui est précis, celui de la fermeté, ou dans ce cas-là, celui que nous avons actuellement, qui est pour moi un positionnement de faiblesse. Hanan Mansouri, je rappelle que vous êtes député de l'Isère, porte-parole de l'UDR. Venons-en à la présidentielle. À 2027, je propose d'écouter Éric Zemmour, le président de Reconquête, qui est pour une primaire à droite. Il était sur BFM TV hier. La proposition intelligente de M. Lisnard et de M. Wauquiez, c'est une primaire de droite, sans le centre. Bon. Donc ça commence où la borne pour vous? Si vous voulez, moi je dirais, mais ça sera aux électeurs de décider, mais moi je dirais, M. Philippe, c'est le fils spirituel de Juppé. Juppé était quand même secrétaire général du RPR. On peut dire que c'est le centre droit, mais vous voyez ce que je veux dire. M. Attal était au Parti Socialiste, ça fait une différence. Voilà. Donc de Édouard Philippe à Reconquête. Exactement. Alors, si on comprend bien, Hanan Mansouri, Éric Zemmour, donc il est favorable à une primaire de la droite qui va de l'ex-premier ministre Édouard Philippe à son parti Reconquête, mais ça veut dire donc il n'y aurait pas Gabriel Attal parce qu'il estime qu'il est au Parti Socialiste, mais ça veut dire qu'il n'y aurait pas non plus l'UDR et le Rassemblement National? Ça n'a aucun sens, en réalité. Et moi, je suis assez agacée. Je pense qu'une majorité de Français aussi en ont marre de ce jeu de qui est-ce pour la prochaine présidentielle. On passe plus de temps à essayer de savoir d'où à où ira la primaire qu'à se préoccuper en réalité d'un programme et de savoir qu'est-ce qui intéresse les Français. Éric Zemmour considère que ça irait de lui à Édouard Philippe. D'autres considéraient que Zemmour ne doit pas participer à la primaire. Enfin, c'est un casse-tête sans nom. La priorité, et c'est celle des Français. En réalité, on est dans une période qui est quand même très compliquée. La présidentielle 2027 est très attendue par nos compatriotes. Il y a 3 sujets qui reviennent principalement. C'est le pouvoir d'achat prioritairement, la sécurité et l'immigration. Et banco, ces 3 sujets, ce sont la base et les piliers du programme que nous portons dans la coalition entre l'UDR et le Rassemblement National. Et nous ne perdons pas de temps, si vous voulez, à essayer de trouver une figure ou à essayer de rattacher telle ou telle personnalité publique à notre projet. L'objectif, c'est de parler aux Français. Et je crois que toutes ces personnalités-là gagneraient à mettre autant d'énergie dans des éléments programmatiques et dans la volonté de vouloir changer l'avenir des Français plutôt qu'à essayer de deviner qui sera leur futur candidat sur une ligne qui est complètement floue par ailleurs. Éric Zemmour n'a pas encore fait acte de candidature, mais est-ce que vous lui tendez la main à lui et à son parti Reconquête, bien sûr? Vous savez, quand Éric Ciotti a fait l'Union des droites en 2024 et rejoint la coalition avec le Rassemblement National, c'était un symbole pour que les électeurs attendaient, d'ailleurs beaucoup les électeurs de droite, cette union-là que la gauche arrive à faire depuis tant d'années en s'alliant avec, même allant jusqu'à LFI d'ailleurs, et que nous, à droite, nous n'avions pas réussi à le faire. Donc bien sûr que nous sommes ouverts à toutes les propositions, nous sommes la coalition justement qui essaye de parler au maximum d'électeurs de droite, et peu importe qu'ils aient voté un jour pour Reconquête ou même pour les LR, nous leur disons aujourd'hui nous sommes la seule force politique capable d'appliquer un programme de droite.
Et vous le regrettez si jamais il ne rejoint pas l'UDR et le RN, en tout cas, et s'il se présente en son nom seul? Alors, moi, encore une fois, on lance pas un appel aux cadres des partis. On lance un appel aux électeurs. Si Éric Zemmour considère qu'il est préférable qu'il soit candidat pour je ne sais quelle raison, c'est sa liberté, nous sommes en démocratie, tant mieux. Moi, ce que je dis, par contre, c'est que j'appelle les électeurs qui votent Reconquête à nous rejoindre, parce que nous sommes la seule, encore une fois, alternative possible à des années de macronisme, et au risque aussi, bien sûr, de voir Jean-Luc Mélenchon arriver au second tour des présidentielles. Anne Mansouri, écoutez, Jérémy Patrier-Létus, député Horizon du Calvados, président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il a critiqué le parallèle dressé par Charles Aloncle entre l'audiovisuel public et l'affaire Dreyfus. Il était sur RTL hier. Moi, j'ai été choqué et indigné de voir le rapporteur se comparer la semaine dernière à Émile Zola, en faisant la une d'un magazine où il reprenait la célèbre formule « j'accuse ». Je viens d'une famille défendait Dreyfus. Quand Zola défendait Dreyfus. Je viens d'une famille qui a été marquée par l'antisémitisme, par l'histoire de la Shoah. Et je crois que comparer l'audiovisuel public à l'affaire Dreyfus, c'est indécent. Est-ce que vous comprenez l'indignation de Jérémy Patrier-Létus? Est-ce que Charles Aloncle est allé trop loin avec ce parallèle entre l'audiovisuel public et l'affaire Dreyfus? Anne Mansouri. Vous savez, depuis le début des auditions et des travaux de Charles Aloncle, qui a par ailleurs fait un travail absolument remarquable et qui va dans le détail, contrairement à ce qu'essaye de dire d'ailleurs même le président de la commission, qui n'a eu de cesse en réalité depuis le début de ces auditions de lui mettre des bâtons dans les roues lors des auditions, en le reprenant, en l'empêchant de poser ces questions. On est à un moment qui est crucial, puisque le rapport va bientôt sortir, ce rapport-là que beaucoup de Français ont suivi et attendent, puisqu'il démontrera à quel point l'argent des Français est gaspillé par l'audiovisuel public, qui par ailleurs ne respecte pas une certaine frange des Français. Donc tout ce climat et toute la difficulté face à laquelle a été confronté Charles Aloncle, en réalité, on est dans la même continuité. Voilà, rien de ce que Charles a pu dire lors de ses auditions n'a été convenable ni pour le président ni pour les médias mainstream, alors même qu'on est sur un véritable travail de fond. Je rappelle que Charles Aloncle fait partie de vos rangs et Jérémy Patrier-Létus dit qu'il y avait un objectif politique dans cette commission d'enquête. Moi, je crois que c'est plutôt lui qui fait de la politique. On sent bien qu'à l'approche des présidentielles, le président de la commission, qui est Horizon, reçoit des consignes d'Édouard Philippe pour essayer de tourner en ridicule cette commission d'enquête, ou pour expliquer qu'elle a été mal effectuée, mal tournée par Charles Aloncle. Charles n'a pas créé cette commission d'enquête dans un objectif politicien. Il a créé cette commission d'enquête précisément pour faire la lumière sur la mauvaise gestion d'argent public dans l'audiovisuel public, tout simplement. Anne Mansouri, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes députée de l'Isère, porte-parole de l'UDR. Les entretiens politiques d'Europe 1 se poursuivent. Dans un instant, je recevrai Laurent Marcangeli, ancien ministre de la fonction publique, député Horizon de Corse du Sud et nouveau président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. À tout de suite.